La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente et plus encore. Et vous faites quoi à cette période de l'année? A priori, vous faites le bilan de ce qui s'est passé en 2023 et vous réfléchissez à ce qui va se passer en 2024. Eh bien nous, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, pour ce faire, j'aurai pas moins de 8 invités. Bienvenue sur le plateau de Et plus encore, le magazine des professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine pour cette émission diffusée sur Et plus encore, sur H24 Finance, sur LinkedIn et sur YouTube. Allez, je vous retrouve dans un instant pour vous dire qui sera avec nous. Générique. Au sommaire de notre émission, on commencera par les points. Le point éco avec Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Le point marché ensuite avec fidèle au poste Nadine Trémolière de Primonial Portfolio Solutions. Vous le savez, notre débat sera consacré à la pierre papier et plus précisément au SCPI pour savoir qu'attendre de ce qui va se passer en 2024. On parlera valeur de part, on parlera revenu, on parlera également liquidité avec nos invités Grégory Frappé de Primonial, Eric Cosra de Perial, Philippe Depoux de La Française et Marc Bertrand d'Amundi Immobilier. En fin d'émission, on s'intéressera à la fiche à Metagram. Metagram, c'est la nouvelle structure qui vient d'être créée par Vincent Courroyer. Elle a pour vocation à se développer auprès des CGP pour leur permettre de se développer. Vincent sera avec nous en fin d'émission pour nous en parler et pour voir les CGP qui l'intéressent. Je vous rassure, je le traiterai également comme si j'étais un CGP en lui posant des questions puisque je pourrais avoir d'offres de plein d'autres acteurs. Et puis naturellement, il sera là pour son journal décalé. C'est Georges Delataille. Allez, tout de suite, on attaque avec le point éco. Allez, on commence avec le point éco et avec nous Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Bonjour Jean-François. Allez Florent, on va se livrer à l'exercice des prévisions, notamment sur les taux courts, où a priori on a un peu plus de visibilité que sur les taux longs. Et on commence, si vous le voulez bien, par les États-Unis. Question, la Fed entamera-t-elle une baisse des taux d'intérêt en 2024? Et si vous y croyez, quand? Alors commençons tout d'abord, Jean-François, par qualifier le couple croissance-inflation aux États-Unis. La croissance a été très vigoureuse au T3 2023. Très très forte même. Au T4 2023, elle sera sans doute un peu moins, mais toujours positive selon nous. Et l'inflation a beaucoup décéléré avec les prix de l'énergie, avec l'assainissement des chaînes logistiques, avec un tout petit peu les services. L'inflation cœur, c'est pas encore gagné. Et donc, qu'est-ce qu'on anticipe chez Ecofi? Alors chez Ecofi, d'un point de vue du couple croissance-inflation, on pense que les États-Unis, contrairement à ce que nous pensions pour l'année 2023, on a toujours été dans le camp du pas de récession en 2023 aux États-Unis. On pense qu'il y en aura une, mais d'une ampleur modérée, pas sévère aux États-Unis en 2024, une récession. La désinflation devrait se poursuivre de manière un petit peu plus poussive, parce que finalement, le plus facile a été fait. Et donc, dans ces conditions, on se dit, c'est le moment de baisser les taux. Ouais, mais il y a l'emploi. Et il y a l'emploi. Et l'emploi, ce que l'on anticipe, c'est quelque chose d'assez différent de peut-être du consensus, c'est qu'on pense que ce ne sera pas un retournement brutal. Ce sera un retournement qui sera plutôt insidieux, un peu à la manière du cycle économique atypique que nous vivons, et que dans ces conditions, la Banque centrale américaine sera perturbée dans son arbitrage entre le chômage et l'inflation, et tout ça nous amène, pour répondre à votre question, au T3 2024, en l'occurrence septembre 2024, dans notre scénario central. Ok, septembre 2024, baisse des taux. Première baisse des taux, ça veut dire que c'est un mouvement où il y aura des baisses de taux dans les réunions suivantes? Exactement, 75 points de base sur l'année 2024. Ok, parfait. Donc 3 réunions. On a commencé par la Fed. Je voudrais qu'on regarde tout de suite le calendrier, Florent, des réunions des banques centrales sur l'année 2024. Et on constate une surprise, c'est que le drapeau bleu est systématiquement avant le drapeau américain. Ça veut dire que la BCE parlera avant la Fed. Est-ce qu'il faut y voir un message? Autrement dit, est-ce que vous croyez que la BCE agira avant la Fed? Est-ce un signe? Alors, pour la BCE, l'équation est un petit peu plus compliquée à résoudre, pour être tout à fait honnête. Et si vous voulez bien, on va s'introduire quelques instants dans le logiciel de pensée de la Banque centrale européenne. Il y a l'inflation, elle a beaucoup baissé. Elle est de nature un peu différente que celle des États-Unis. Maintenant, alors l'expression peut faire sourire, mais
là ça vaut pour la Fed, ça vaut pour la BCE et les autres banques centrales, c'est que à moyen terme, tous les chemins mènent grosso modo vers 2%, sauf surprise, sauf choc. Okay. Et des surprises et des chocs, il peut y en avoir plein. Des tensions géopolitiques, des phénomènes climatiques comme El Niño qui affecteraient les denrées alimentaires, et que de ce point de vue-là, il ne faut pas crier victoire trop tôt sur l'inflation. Ensuite, il y a les salaires. Les salaires, elle les regarde avec un décalage, et pour le moment, ça continue de monter. Il faut qu'elle s'assure que ça baisse durablement. Les anticipations d'inflation, pareil. Et il y a le change. Parce que si on tire trop vite, si je puis dire, avant la Fed, le change peut dégringoler. D'accord, mais si je puis me permettre d'un point de vue économique, la croissance européenne, c'est pas la croissance américaine. Et d'ailleurs, je suis venu à plusieurs reprises sur ce plateau en disant nous anticipons une récession en 2023 pour la zone euro, c'est toujours le cas. Il reste encore un trimestre pour être sûr de cela. En 2024, croissance morne, croissance atone. Tous les éléments sont en effet réunis pour qu'il y ait une baisse de taux rapide. Néanmoins, avec ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire le fait des surprises et des chocs, on anticipe, on se laisse finalement le choix d'une bande d'incertitude pour la Banque Centrale Européenne. À partir du mois de juillet, elle pourrait commencer à baisser ses taux jusqu'au mois d'octobre éventuellement, ce qui voudrait dire un tout petit peu avant la Fed, mais vraiment un tout petit peu, ou un tout petit peu après la Fed, selon notre scénario central sur la Banque Centrale Américaine. Ok, juste dans les deux cas, vous ne m'avez pas parlé des contraintes politiques. Il y a des élections américaines, il y a des élections européennes. Dans les deux cas, grosso modo, vous me dites qu'on n'intervient pas tôt pour avoir une influence politique et que vous ne prenez pas en compte l'incidence politique des décisions des banques centrales. Je vais vous donner 2 chiffres s'agissant des interférences politiques. De 1930 à 2016, aux États-Unis, il y a eu 800 interactions officielles entre la Fed et le président américain, dont quasiment 160, si ma mémoire est bonne, entre Nixon et Arthur Burns à l'époque. Ce que j'illustre ici, c'est l'indépendance des banques centrales, puisque, par exemple, pendant le mandat de Clinton de 8 ans, il y a eu 6 interactions avec Greenspan. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'effectivement, la Fed ne doit théoriquement pas se soucier du politique. Néanmoins, je pense que ça, dans notre scénario central, pour le dire très clairement, on n'inclut pas l'interférence politique à la fois pour les États-Unis et Banque Centrale Européenne, pour une raison simple, c'est encore une fois, il y a le fantôme des années 70, j'ai mentionné Arthur Burns, Nixon, les vagues d'inflation successives, c'est ce qu'elles veulent éviter à tout prix. Ok, je voudrais qu'on regarde maintenant dans votre scénario central l'impact de tout ça sur les taux longs. Baisse, hausse des taux longs ? Détente obligataire de manière assez générale, elle a déjà d'ailleurs commencé. Néanmoins, il y a un socle, si je puis dire, qui constitue finalement un frein à cette détente obligataire très large, qui est la prime de terme. C'est quoi la prime de terme ? La prime de terme, en des mots très simples, c'est le surcroît de rendement exigé par les investisseurs pour investir sur des maturités longues, maturités obligataires, par rapport au fait d'investir sur des maturités courtes, puisqu'à long terme, il y a plus de risques. Il y a l'incertitude sur l'inflation qui vient constituer la prime de terme, et il y a l'offre et la demande. En ce moment, ce qui se passe, ou plutôt ces derniers mois, la hausse des taux, notamment aux États-Unis, a sans doute été en grande partie due à cette reconstitution de la prime de terme pour des raisons techniques offre-demande. L'État américain émet de la dette, il y a moins d'acheteurs puisque la Banque centrale américaine se retire, alors certes de manière un peu modeste, mais se retire néanmoins, et les investisseurs internationaux répondent moins présents. Ceux qui restent sont beaucoup plus sensibles au prix, et notamment au regard des déficits aux États-Unis. Et donc la prime de terme s'est reconstituée, et ça fait le job à la place de la Fed, si je puis dire. Et donc on va revoir la courbe. Exactement. Ok, alors justement, en termes d'investissement, en termes de stratégie, donc vous nous avez dit qu'il y avait un peu plus d'incertitude dans votre scénario sur la BCE que sur la Fed. La majorité des investissements qui sont faits par Ecofi sont faits en zone euro. Quelle classe d'actifs privilégiée ? De manière générale, chez Ecofi, nous favorisons la classe d'actifs obligataires dans son ensemble, si je puis dire, du monétaire jusqu'au crédit. Le monétaire, parce que compte tenu de nos prévisions de taux directeurs, ça veut dire des rendements positifs, même positifs en termes réels, ajustés de l'inflation. L'obligataire, on vient d'en parler, ça veut dire qu'une année de détente obligataire avec ce petit bémol de la prime de terme, donc un potentiel relativement limité. Et sur le crédit, compte tenu encore une fois de notre scénario sur la croissance en zone euro, plutôt investment grade que high yield. Dernière question, rapidement, sur les actions. J'entends l'argument de la récession sur la zone euro. Est-ce que ne va pas se poser la question de la valo des actions ? Sans doute qu'effectivement, les anticipations de bénéfices des analystes sont un peu trop optimistes. Malgré tout, on pense qu'en 2024, ce sera l'année de la valorisation. C'est-à-dire que les investisseurs devraient reconsidérer les niveaux de valorisation des actifs. Et à ce titre, il y a des actifs, enfin des segments de marché qui ont été fortement pénalisés par la hausse des taux,
Donc c'est plutôt vers là-dessus qu'on se porte, et aussi sur les entreprises de qualité. Florent Vabon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue toujours avec la même finalité, c'est-à-dire où investir sur les marchés financiers, avec le point marché. Le point marché avec Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. Nadine, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on commence avec ce tableau qu'on a tant regardé cette année. C'est le tableau des taux d'intérêt et surtout lorsque l'on regarde la colonne des 10 ans, on constate des mouvements majeurs sur le mois de novembre. Franchement, le ton a changé en novembre sur les marchés de taux. Oui, le temps a changé. Effectivement, on est rentré dans une période peut-être un peu plus d'espoir que les banques centrales commencent un petit peu à avoir un calendrier très proche de baisse des taux. C'est ce qu'on attend tous. C'était l'inflation, la désinflation qui continue, qui s'est même accélérée. On a des taux d'inflation qui sont passés en dessous de 3 en euros. On est à 2,4, autour de 3 aux États-Unis. Et donc, ça a été célébré par les marchés, par la baisse des taux, à peu près sur toutes les parties de la courbe d'ailleurs. Alors, en Europe, on nous parle beaucoup de récession. Je voudrais qu'on regarde 2 secondes les chiffres du spread. Le spread de crédit, on est passé de 90 points de base à la fin de l'année dernière à 68 fin novembre. Le spread sur le high yield, on est passé de 474 points de base à 374, soit 100 points de base. Ça rapporte encore de faire du crédit ? Oui, mais ça reflète aussi l'appétit du marché. Je crois qu'on l'a souligné plusieurs fois dans cette émission, qu'effectivement, les obligations datées est devenu peut-être un peu le Graal, parce que les marchés actions, on sentait qu'il n'y avait pas beaucoup de visibilité. Les marchés, les fonds datés ont attiré de plus en plus d'investisseurs et ont fait en sorte que quelque part, cette demande excessive du marché, tout le monde s'est mis à créer des fonds datés, ça fait monter quelque part, ça fait baisser les spreads de crédit et c'est le reflet de cet appétit pour cette classe d'actifs. Allez, après les taux, on passe maintenant aux actions. On disait que le mois de novembre avait été atypique avec un retournement de tendance sur les taux longs. Même sentiment. On a commenté ces derniers mois des tableaux où il y avait du rouge partout. Là, sur le mois de novembre, du vert partout. On a une corrélation totale entre les taux d'intérêt et les actions. Chaque fois que les taux baissent, les actions montent. Chaque fois que les taux montent, les actions baissent. Et je pense que cette année, ça a été vraiment très révélateur. Est-ce que malgré tout, on peut pas se dire que les marchés actions ont des lunettes un peu roses ? Genre, parce que les taux baissent, c'est aussi quelque part que on anticipe un ralentissement économique majeur. Or, a priori, les marchés, ils jouent le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec, c'est-à-dire à la baisse des taux et des profits des entreprises qui soient toujours au niveau. Oui, c'est-à-dire que les marchés américains, notamment les marchés américains, qui drivent malgré tout un peu l'ensemble des marchés, européens tout au moins, sont relativement positifs parce qu'ils sont confortés par une croissance économique américaine qui, tout le monde s'attend à ce qu'elle baisse, mais pour l'instant, elle baisse pas. On a eu encore des révisions positives sur le PIB du 3e trimestre qui était à 4,9, qui mène à 5,2. Donc voilà, on a toujours une situation économique très solide aux États-Unis et c'est ça que les marchés achètent. Ok, un secteur dont on parle peu, dont on a peu parlé cette année, les mid-cap. Petit rebond, petit rebond nettement plus que les large cap niveau européen, 9% contre 6,5% pour les larges. Enfin, est-ce que c'est l'hirondelle qui fait le printemps ou est-ce que c'est une tendance de peu de fond ? On a commencé un petit peu à rentrer dans ce secteur-là. Ce segment va être très affecté justement par la baisse des taux, donc il devrait en bénéficier et il a peut-être beaucoup plus de potentiel à la hausse que les large caps qui ont quand même bien tenu sur les derniers mois. Allez, on passe tout de suite maintenant à notre allocation d'actifs. Un mot sur la performance. Plus 2% sur l'année 2023 avec plus 1,9% sur novembre. Des jours comme ça, on regrette pas de pas faire de timing ? Non, c'est impossible de faire du timing. Rappelez-vous la dernière réunion qu'on a eue il y a un mois, on comprenait pas forcément pourquoi le mois de novembre serait si positif que cela. Encore une fois, on est tellement dépendant des data macroéconomiques que c'est quasiment impossible de faire du timing. Donc il faut avoir des convictions et les garder et puis et puis essayer de créer de la valeur sur cette on va dire ces convictions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de faire d'arbitrage ? Non, je pense que le portefeuille est plutôt bien positionné avec sa partie obligataire, sa partie action bien diversifiée. Une partie immobilière toujours pour nous présente, du fonds en euros qui va rapporter un peu plus. Donc voilà, un portefeuille qui me paraît être bien équilibré. Alors, on a parlé marché, on a parlé finance. Nadine, j'aimerais bien qu'on parle 2 secondes d'autre chose. Pourquoi ? Parce que vous adressez à vos clients tous les mois des éléments sur les allocations d'actifs. Et puis nous-mêmes sur ce plateau, on fait un point. Et j'ai constaté que depuis quelque temps, il y avait une évolution dans votre présentation avec une partie extra-financière. Pourquoi ?
Premièrement, parce que c'est la réglementation qui s'impose, donc qui impose le distributeur de demander aux clients d'exprimer leurs préférences extra-financières. Est-ce qu'ils veulent avoir un impact sur leurs investissements? Et donc, on est obligé, la réglementation vous a obligé à partir du 1er janvier 2023 d'interroger vos clients. Et donc, il nous a paru intéressant de proposer à nos clients un peu cette notation pour que, malgré tout, ils puissent suivre cet aspect-là en même temps que les aspects financiers. Alors, on va la regarder. Là, j'ai pris les éléments sur le portefeuille équilibré pour la comprendre, parce que a priori, je me dis, tiens, taxonomie 0, SFDR 16%, donc je me dis pas bon. Alors, en pratique, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le 0 de taxonomie, qu'est-ce qui se cache derrière cet indicateur? Bon, la taxonomie, c'est vraiment, quelque chose d'un petit peu difficile à expliquer. On sait que tous les secteurs d'activité, globalement, c'est une classification des activités économiques ayant un impact vert. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que c'est aussi ce qu'il y a derrière, c'est tous les critères qu'il y a derrière. Donc, il y a 6 critères. Je vais peut-être pas forcément rentrer dans tous les détails, mais il faut que quand vous appliquez un critère, il ne soit pas contre les 5 autres critères. Et c'est ça qui le rend difficile. Donc, la taxonomie, il y a 0 fonds. Parce que l'univers de taxonomie est trop faible actuellement, et donc pratiquement on a 0 fonds qui ont une taxonomie, qui sont positifs à la taxonomie. Donc on a mis 0 parce que je vous dis, on a peut-être 5 fonds qui répondent ou qui ont plus. Donc on sait que ça va évoluer positivement, mais pour l'instant on n'a pas grand-chose. SFDR, je vois marqué 16%. SFDR, c'est un rapport avec les 6, 8, 9, les fameux articles? Les 6, 8, 9, c'était une classification qui avait été faite selon SFDR, mais je crois qu'on est en train de changer un petit peu l'histoire. Et donc maintenant, on va essayer de rentrer quel est le pourcentage d'investissement qui va répondre justement à ces critères SFDR qui sont à la fois environnementaux, comme la classification taxonomie, mais aussi sociétaux et qui sont... Donc voilà, donc on mesure, donc on sait qu'avec 16%, on a 16% de nos investissements qui répondent positivement à cette classification. Ok, on rappelle les choses. L'ordre c'est fait, on demande d'abord aux clients et après on demandera aux émetteurs de respecter une réglementation pour fournir des choses. Donc, on a fait les choses en sens inverse. Aujourd'hui, tous les fonds que vous avez sont notés ou finalement, cet indicateur aujourd'hui de 16%, il n'est que partiel? Il est partiel parce que, comme vous l'avez dit, 2023, c'était pour le distributeur. 2024, ça va s'appliquer pour les sociétés de gestion. 2025, pour les entreprises privées. Donc, effectivement, on a un peu renversé l'affaire. Et on se retrouve avec une situation dans laquelle on a pas mal de fonds qui ne reportent pas encore, même s'ils ont déjà peut-être, on va dire, engagé leur transition vers plus d'investissement sur des activités durables, mais qui ne reportent pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est pas mis une norme très importante, mais que progressivement, elle va augmenter au fil du temps. La norme que vous avez aujourd'hui sur le critère SFDR, c'est que vous... Voilà, on est autour de 15%. Voilà, on essaie d'avoir un minimum 15%. Mais le point positif, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on n'est pas vraiment rentré. J'ai presque noté le portefeuille tel qu'il était aujourd'hui. Je n'ai pas fait de changement pour essayer de l'augmenter. Et ça va être le travail qu'on va faire plutôt en 2024. Et juste pour l'anecdote, en SFDR, un produit qui est dans le portefeuille, je pense à Pictet Clean Energy, il a quel pourcentage? Il a 80%. Je crois qu'il a 1% de taxonomie. Mais vous voyez, même des énergies vertes comme Pictet Clean Energy, je crois qu'ils reportent 1 ou 5% sur la taxonomie. Ok, PAI? Les PAI, ce sont les principaux impacts négatifs. Donc là, on renverse la situation et on essaye de lutter contre ces impacts négatifs. On a 3 critères: environnement, social et gouvernance. Et donc, on essaye de faire en sorte qu'ils soient positifs sur les 3 critères. C'est-à-dire qu'on a sélectionné un certain nombre de points. Il faut qu'il y ait la majorité des questions qui soient oui pour pouvoir valider ce principe-là. Ok, donc c'est work in progress. On débute avec cette communication et ça va évoluer tout au long de l'année 2024. Exactement. Donc, dans nos rapports, déjà, on donne toutes les notes de tous les fonds. Et maintenant, on va mettre un peu la pression sur les sociétés de gestion pour avoir des reportings sur à peu près tous les fonds. Eh bien, Nadine, vous reviendrez nous en parler l'année prochaine. Bonne fête à vous avant qu'on se retrouve donc pour notre prochaine émission. Ce sera le 9 janvier. Et en attendant, on attaque tout de suite le journal décalé de Georges Delataille. La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Jean-François, j'ai besoin de votre aide. Je ne comprends plus comment faire du bien avec mon épargne. Bruno Le Maire a annoncé très récemment un durcissement qui semble très clair du label ISR
à partir de 2025, les fonds utilisant le label ISR français ne pourront plus investir dans des entreprises impliquées dans de nouveaux projets liés à l'exploration, l'exploitation ou le raffinage de combustibles fossiles conventionnels ou non conventionnels. Si on applique à la lettre, il y a en gros 1200 fonds labellisés ISR en France, 45% d'entre eux ne pourront plus être labellisés ISR. Si on regarde encore plus loin, Total Énergie, ISR, pas très clair, mais en tout cas, 1,6% de son capital est aujourd'hui détenu par des fonds ISR. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le nombre de fonds va vraiment y diviser par deux? Est-ce que du coup, ça va impacter mon épargne? C'est pas bien clair et c'est bien compliqué de répondre. Parce que quand on regarde dans les détails, en fait, on a très peu d'infos. Bruno Le Maire a fait cette annonce, mais la description, elle est très vague, elle est très imprécise. Donc, il va falloir attendre la publication des critères finaux. Vous avez compris, ISR, j'y comprends rien. Du coup, je me dis, j'ai ma petite épargne, je suis sauvé. Le livret A, ça rapporte, je fonce sur le livret A. Eh ben non, ça marche pas. Lui aussi, il change. Il est désormais prévu que les ressources du livret d'épargne et du livret de développement durable et solidaire puissent financer des entreprises, notamment petites et moyennes, de l'industrie de la défense française. Est-ce que je veux financer des armes avec mon épargne? Finalement, est-ce que avoir une épargne 100% sans armes, 100% écologique, etc., ça permet de rapporter de l'argent? J'en suis pas convaincu. Cela dit, sur le sujet du livret, c'est assez drôle parce que le ministre a été contre la mesure et finalement a fini par l'accepter sous prétexte que c'était pas de l'argent qui était centralisé à la Caisse des dépôts qui était utilisé, mais en fait c'était sur le quota de l'argent qui n'était pas centralisé chez les banquiers. Cela dit, moi tout ça me fait rire parce que c'est quand même des grosses réflexions sur comment flécher l'épargne. Ça serait peut-être tout simplement bien qu'on dise où va l'épargne et puis les gens ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre en fonction de ce qu'ils pensent et ça serait beaucoup moins dirigiste et beaucoup plus correspondant aux besoins des gens. Je suis bien d'accord avec vous, et pour continuer là-dedans, c'est aussi bien d'avoir de l'épargne qui rapporte. Et finalement, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quand même la perspective de gain. Je parlais du livret A, mais 4%, ça me plaît. Un produit très à la mode, les fonds en euros, placement sans risque, parfait pour le bon père de famille que je suis. J'ai un nouvel ami, Jean-François, c'est l'ACPR. Pourquoi? Parce que l'ACPR encourage fortement les assureurs à redistribuer progressivement les provisions pour participation aux bénéfices des épargnants. Le mot utilisé est progressif, pourtant le message est très clair. Les performances, elles doivent être dans les poches des épargnants et ne pas être dans les poches des assureurs. Pourquoi? Parce que comme ça pourra générer de la consommation et donc de la croissance dont on a tant besoin. On parle de sommes très conséquentes. En 2022, la provision pour participation bénéfice était stable, mais elle représente un montant non négligeable, 71,5 milliards d'euros. Petit problème, il y a de grandes disparités de réserves entre les différents assureurs et les banques assureurs, donc ça risque d'avoir un certain impact sur les taux des fonds en euros. On en parlera certainement dès début 2024. Alors Georges, puisque vous avez été très très vigilant sur le poids des mots, à défaut du choc des photos, le poids des mots, lors de la conférence du contrôle de l'ACPR, Jean-Paul Faugère, qui est le vice-président de cette autorité, a déclaré concernant les réserves, son fléchage exclusif vers une partie de la clientèle de l'assureur, par exemple voulant privilégier les porteurs d'UC, comporterait un biais contestable. Voilà. Fermez la citation. Je vais vous parler de ménage maintenant, Jean-François. Le régulateur a demandé aux assureurs de faire le ménage en passant en revue l'intégralité de leur catalogue d'unités de compte pour éliminer les produits dont le rapport qualité-prix laisse à désirer en raison de quoi? De frais trop élevés. Concrètement, comment ça marche? Toutes les compagnies d'assurance doivent, d'ici à fin 2023, puis chaque année, réaliser la revue de l'ensemble de leur unité de compte, d'aller comparer les frais pratiqués pour ces dernières aux frais pratiqués par des unités de compte de référence et de voir la moyenne et de se dire finalement pour un risque comparable, quels sont les frais. Si jamais les frais sont supérieurs de 33% à ce niveau de référence, elles doivent l'étudier de près, et se dire, est-ce que c'est justifié parce qu'il y a certaines raisons externes ou est-ce que c'est pas justifié? Si c'est pas justifié, deux possibilités. Soit on arrête de la commercialiser, on arrête donc juste la nouvelle collecte, soit on arrête carrément de la commercialiser. Donc là, on la sort du contrat. C'est un peu compliqué, c'est un peu radical comme solution. Heureusement, les assureurs pourront
démarrer des tractations avec cette gestion pour leur dire, voilà, sur telle unité de compte, vos frais sont trop élevés, que proposez-vous? Et donc ainsi baisser les frais et favoriser les épargnants. Un cabinet de conseil indépendant, un défi à regarder en détail, et il nous indique que ces frais trop élevés pourraient concerner plus de 10% des comptes. Certains CGP pourraient donc se retrouver en porte-à-faux, avoir conseillé à leurs épargnants une ou plusieurs unités de compte et devoir leur dire aujourd'hui, écoutez, cette unité de compte, on est obligé de la déréférencer et de vous en proposer une autre. Pourquoi? Parce qu'elle rapporte trop. Les frais sont trop élevés et ces frais, ils servent à quoi? Ils servent à rémunérer le CGP. Il risque donc d'avoir quelques arbitrages difficiles à passer. Heureusement, Franck Levallois, le directeur général de France Assureurs, a un peu temporisé et un peu tempéré le propos parce qu'il dit qu'aujourd'hui, aucun objectif quantitatif n'a été fixé. Chaque compagnie est donc libre de décider et d'y aller raisonnablement. Ouais, Franck Levallois est dans son job de dire ça. Pour autant, sur le fond, on a beau dire tout ce qu'on veut, RIS ou pas RIS, les notions qui sont impliquées par le value for money commencent discrètement à quand même rentrer sur le marché. Value for money, c'est un des grands sujets de la RIS, la Retail Investment Strategy, d'aider à la transparence. On en a beaucoup parlé, ça fait quelques journaux que je n'en ai pas parlé. Et son calendrier s'accélère. Tout d'abord, il y a une bonne nouvelle, une confirmation. L'interdiction des commissions, elle est franchement oubliée ou à 99,9%. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus que soutenue par certains députés qui sont minoritaires. Mais il reste quand même de très nombreux sujets en négociation, des sujets très importants pour les CGP. Et comme vous le savez, Jean-François, nous avons les élections européennes en juin 2024 et ils voudraient tout boucler avant, donc un calendrier très serré. Les différentes associations de CGP vont donc devoir faire beaucoup de lobbying et certainement quelques allers-retours à Bruxelles. Pour parler de quoi? Principalement parler de 4 sujets. Premièrement, la manière de se présenter à ses clients. Comment est-ce qu'un CGP peut se présenter à ses clients? Deuxièmement, la liberté de proposer les produits les plus adéquats à ses clients. Troisièmement, les différentes obligations réglementaires en fonction des statuts et des modes de rémunération. Et quatrièmement, la formation. Mon petit doigt me dit que nous risquons d'en parler très régulièrement jusqu'au mois de juin. Et mon petit doigt me dit aussi que le calendrier est très serré et que c'est pas gagné que ça soit bouclé avant les élections. Merci beaucoup, Georges. Et moi, mon petit doigt me dit que maintenant, on passe à notre débat sur la pierre papier. Allez, on retrouve donc nos experts immobiliers. On les a eus déjà 2 fois dans l'année, une année très importante sur les SCPI. Aujourd'hui, on va essayer de savoir ce qui va se passer en 2024 avec nous. Marc Bertrand, directeur général de Amundi Immobilier. Marc, bonjour. Bonjour Jean-François. Éric Cosseral, président de Perial. Bonjour Éric. Bonjour Jean-François. Philippe Depoux, président du directoire de La Française REM. Bonjour Philippe. Jean-François. Et Grégory Frappé, président du directoire de Primonial REM France. Bonjour Greg. Bonjour Jean-François. Allez, on va donc s'intéresser à ce qui va se passer en 2024. Mais avant, si vous le voulez bien, on va faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé depuis notre dernière émission. C'était au mois de juillet, où l'on avait échangé sur notamment l'évolution des prix de part. Donc, petit tour de piste de ce qui s'est passé chez vous. Marc Bertrand, en juillet, vous nous aviez dit que vous aviez diligenté des valeurs d'expertise au 30 juin, que vous n'aviez pas encore les retours, puisqu'on était le 3 juillet. 2 questions. Quel résultat? Et autre question, pourquoi avoir dégainé avant cette fameuse lettre de l'AMF? Alors, ce qui fut dit fut fait, c'est-à-dire qu'on avait fait nos expertises au 30 juin, et on a constaté les baisses sans surprise, et je vais y revenir, et donc on en a acté le différentiel dans le prix des parts à la fin du mois de juillet. Nous avons été les premiers, mais comme dans les Saintes Écritures, on n'a pas été les derniers, puisque ça a même plutôt ouvert toute une série. AEW avait tiré au mois de... Il est vrai, mais au mois d'avril. Le premier, c'est vrai. Le premier du plateau. Sans être, c'est pas qu'on ait des devins du marché, c'est qu'on avait des produits qui, pour un certain nombre d'entre eux, partageaient les mêmes immeubles, et donc vous voyez des expertises qui étaient pour le coup trimestrielles, en tout cas qui s'actualisaient régulièrement chaque mois, et on voyait les expertises bouger. Donc, il était anormal de ne pas tirer les conclusions de ce que nous voyons de façon évidente sur un produit, sur le même immeuble, et donc on en a tiré logiquement les conséquences. Question, puisqu'on avait fait une émission spéciale avec d'autres acteurs, expertise interne, expertise externe, sur toute ou partie du patrimoine? Expertise
expertise externe. Donc, on a sollicité nos experts au début du mois de juin en disant, vous nous réactualisez les expertises. Ok, Éric Cossera, je me tourne maintenant vers vous. Le marché a été un peu surpris, on va dire, par votre décision, puisque le prix des parts de toutes les SCPI de chez vous a été revu à la baisse. Pourquoi ? Alors, la lettre de l'AMF, elle date du 11 juillet déjà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que lors de notre précédente rencontre, il y avait un bruit qui courait, mais qui n'avait pas été officialisé. Donc, nous avons reçu la lettre de l'AMF officielle le 11 juillet, nous demandant une période de 2 mois jusqu'au 11 septembre de vouloir réactualiser les patrimoines de nos SCPI. La crainte de l'AMF étant que des souscripteurs achètent des parts surévaluées. Je rappelle que c'est une décision inédite et exceptionnelle de l'AMF. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des SCPI. Donc, nous avons, diligenté les experts de nos fonds et les valorisateurs internes. Et donc, toutes les équipes de Perial ont travaillé pendant toute la période estivale pour pouvoir fournir justement les données. Et le constat que nous avons fait, c'est que tous les marchés immobiliers étaient en baisse. Quand je dis tout, c'est-à-dire les marchés sectoriels, donc en France, et les marchés également géographiques, puisque nous avons également des investissements européens. Et donc, le tableau était de voir effectivement la baisse de tous les marchés. Le marché qui a le plus baissé, c'était le marché de bureaux et le marché de bureaux en Île-de-France. Et donc, nos 2 SCPI les plus exposés à ces marchés-là, effectivement, sortaient du tunnel et nous devions l'obligation de réajuster le prix des parts. Se poser la question des 2 autres. Est-ce que nous pouvions baisser le prix des parts de nos 2 SCPI, donc le 15 septembre, et continuer tranquillement à commercialiser les 2 SCPI alors que la campagne d'expertise traditionnelle des SCPI démarre 15 octobre, donc à peu près 1 mois après cette valorisation, et avec le constat des experts qui a été de dire, en gros, on a fait 2/3 de la baisse, il reste encore 1/3 à faire d'ici la fin de l'année. Nous ne pouvions pas, chez Perial, avec des décisions de vérité et de conviction, commercialiser des SCPI dont nous savions pertinemment que les patrimoines allaient baisser en fin d'année. Petite question très pratique. Les experts, comment ils traitent la partie développement durable ? C'est un discours que vous tenez beaucoup. Est-ce que ça amène une surcote ou est-ce que les experts ne survalorisent pas les immeubles qui sont, entre guillemets, propres ? Alors, il faut rappeler que cette campagne d'expertise, qui n'est pas qu'une campagne d'expertise, qui est une actualisation ou une évaluation, a été faite, est inédite. Donc, elle a été faite un petit peu dans la précipitation. Et donc, les experts ont simplement réactualisé les taux de cap par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. Et donc, l'impact a été très fort. C'est pas une campagne d'expertise prononcée comme on le fait en fin d'année, où on travaille sur les capex qui ont été faits dans les immeubles, la qualité du locataire, etc., etc., etc. Et ce que l'on a vu également, et ça c'est aussi des sujets qu'on a avec les experts et avec la Frexim, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui était valeur verte n'était pas intégré dans leur valeur d'expertise. Ils commençaient à intégrer ce qu'on appelle, je dirais, la décote brune, c'est-à-dire vos immeubles ne sont pas acceptés. Donc c'est plus du moins pour ceux qui sont pas bons que du plus pour ceux qui sont bons. Exactement, c'est un peu la pénalité. Alors, on voit qu'ils ont quand même travaillé sur ce sujet-là, on voit que sur ces campagnes d'expertise-là, c'est quand même beaucoup plus approfondi. Et je continue mon sujet pour nos 2 SCPI. Nous avons donc intégré pour l'ensemble de nos parts l'atterrissage 2023, puisque pour nous, il n'était pas question de faire une baisse en septembre et renouveler la baisse en janvier. Et donc, la conclusion de ces expertises, puisque là, nous sommes en campagne d'expertise, la première estimation, c'est que nous sommes dans les clous et qu'il n'y aura donc pas de baisse de prix de part chez Perial en 2024. OK. Philippe Depoux, on reviendra justement sur ce sujet de 2024 dans quelques instants. Je continue la photo. Et l'intérêt de vous avoir tous régulièrement en plateau, c'est de faire le suivi des émissions précédentes. J'ai le souvenir qu'on s'était quitté avec vous qui nous disiez que globalement, la très grande majorité de vos SCPI avaient des prix dans le bas de la fourchette. Ça a donné quoi ? Alors c'est exactement ça. En fait, à la française, il y a une, je ne sais pas si on peut appeler ça une tradition des expertises, mais en tout cas, voilà, on était sur des niveaux d'expertise en bas de fourchette des 10, plus 10, moins 10. Donc on a fait, comme Marc le disait, on s'est rangé à la demande de l'AMF. On a procédé, alors je réponds à la question de tout à l'heure, on a procédé des expertises internes. Et dans le délai de réponse, en fait, il se trouve que
La campagne d'expertise officielle de fin d'année, elle débute en juillet-août. Et donc, on a fini par confronter les valeurs d'expertise internes que nous avons faites, les réévaluations d'immeubles que nous avons faites en interne pendant le mois d'août et le début septembre, avec les premiers chiffres des experts qui tombaient aussi courant septembre, ce que tu disais. Et donc, ça nous a un petit peu conforté. On a pris une position un peu particulière et on l'a annoncé, c'est d'essayer d'anticiper les expertises à fin d'année. Donc, nous, on s'est pas positionné à mi-année. On a clairement poussé nos chiffres internes à fin d'année. Et là, le résultat, on n'a pas bougé nos valeurs de part, en fait, sauf deux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en gros, on a remonté l'ensemble de nos. Donc, on n'est plus en bas de fourchette. On n'était plus en bas de fourchette. On se retrouvait, en gros, en milieu de fourchette, sauf pour deux de nos SCPI, une historique Crédit Mutuel Pierrin qui nécessitait probablement des actifs les plus anciens, qui avait des programmes de cession assez importants et dont la feuille de route a été un peu bouleversée, et donc avec des immeubles qui ont effectivement pris en matière de valeur. Et puis l'Europe, puisque notre SCPI européenne a vu ses valeurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur 2024, fin 2023, mais a vu ses valeurs significativement baissé aux États-Unis, au UK, en Allemagne et en Hollande. Donc là, on a dû baisser la valeur de part de Antimo à mi-année. Où on a vu que les experts dans ces pays-là étaient beaucoup plus réactifs que les experts français. Un grand classique. Donc du coup, on se retrouvait à bouger deux de nos SCPI qui représentent un peu moins de 20% de la capitalisation. Parfait. Grégory Frappé, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Primonial? Juste, Grégory, je précise, je voudrais qu'on se limite pour l'instant au SCPI. On parlera du sujet des sociétés civiles et de Capimo un tout plus tard. Bien sûr, Jean-François. Pour Primonial REIM, donc, on a fait l'exercice qui a été demandé par l'autorité des marchés financiers. On a réalisé des évaluations internes, mais également externes à mi-année. Et quels en ont été les enseignements? C'est premièrement l'absence de transactions significatives pour poser un prix et qui expliquait, selon nous, le côté un peu conservateur des évaluations de décembre 2022. Donc toujours très peu de volume. On a constaté également ce qui est une force des SCPI, c'est la résistance des revenus et y compris leur capacité à passer l'indexation. Mais on a vu aussi le fait qu'il y avait un effet mécanique de remontée des taux pour recréer de la prime de risque sur l'immobilier. En gros, des patrimoines qui ont été constitués quand l'argent coûtait et rapportait 0, et l'immobilier 4%, on voit que mécaniquement, il faut reconstituer la prime de risque. Les évaluateurs, ils l'ont intégré d'ores et déjà à mi-année, et chez nous, ça s'est exprimé principalement sur deux classes d'actifs, les bureaux première couronne de grande taille et le commerce qui avait déjà subi des attaques au cours des années précédentes. La traduction sur notre gamme de SCPI a été d'en tirer les conséquences sur Primopierre, SCPI de bureau, qui a baissé d'un peu plus de 12%, et sur Patrimo Commerce, notre SCPI de commerce, qui a également baissé de près de 11%. Et la décision que nous avons prise, c'est de remettre le prix au milieu du tunnel de plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Sur les autres classes d'actifs alternatives, nous sommes restés à mi-année dans le tunnel et nous en avons tiré l'enseignement que nous n'allions pas modifier les prix de part de nos autres SCPI. Ok, on vient de faire le tour de piste du passé. Je voudrais maintenant qu'on regarde un peu le présent, parce que dans les méthodes, alors on voit bien que les méthodes d'expertise sont pas exactement toutes les mêmes, ou il n'y a pas exactement toutes les mêmes approches, mais en tout cas, il y a différentes façons d'évaluer l'immobilier. Il y a la méthode par le taux de capitalisation, et c'est ce qu'il y a, quand Grégory dit tout à l'heure, reconstituer la prime de risque, c'est clairement un impact de la remontée des taux. Puis il y a la méthode par comparaison. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de quoi faire appliquer une méthode par comparaison, ou est-ce que le marché de fonds, c'est-à-dire des investissements dans des bureaux, dans des commerces, etc., reste bloqué?
Philippe. Alors effectivement, on peut faire le distinguo probablement de la France et des autres pays. En Angleterre, il y a une tradition de la réactivité et les évaluations, en fait, c'était une évaluation d'un marché en mouvement permanent. Et donc la dernière transaction justifie l'expertise, on va dire. C'est pourquoi on a constaté en 2023, enfin en 2020, de première partie de 2023, d'ailleurs déjà fin 2022 en Angleterre, nous, le patrimoine avait baissé d'environ 15%. Et on sait que cette année, on sait que les chiffres, on les aura fin décembre, mais l'Angleterre va subir une baisse probablement d'autant. On a un patrimoine, par ailleurs, en Angleterre qui est cœur de ville, beau long. Il n'y a pas de sujet sur les immeubles, les loyers sont parfaitement encaissés, mais on a... Donc c'est pas un sujet de crise immobilière, c'est un sujet de valorisation financière. C'est exactement ce que disait Grégory, c'est qu'il y a une reconstitution de la prime de risque. Alors en Angleterre, en plus, l'inflation est plus élevée, donc les taux de la Banque d'Angleterre sont plus élevés, et donc du coup, la prime de risque amène à des taux de capitalisation qui sont sensiblement plus élevés que ce qu'on constate en France. Ce qui est d'ailleurs, on en reparlera, une opportunité, une aubaine pour racheter dans des conditions fortement relutives. Nous, on a acheté un immeuble à Londres il y a un mois sur des taux qui frisent les 8%, au cœur de Londres, dans le West End. Donc voilà, qui dit risque, dit opportunité. Donc simplement pour revenir et conclure sur la question, moi j'ai le sentiment que cette fin d'année, les experts français ont pris la mesure du marché, probablement plus rapidement ou moins lentement que dans les autres crises, et tout simplement parce qu'un certain nombre d'experts sont aussi dans le cadre sont des experts internationaux, et donc je veux dire, on peut pas laisser un marché, il n'y a pas le pays des panou-panou et le pays qui subit des choses, donc il se passe clairement des choses plus vite en Angleterre, plus vite en Allemagne, plus vite en Hollande. Ce sont les 3 pays, à mon sens, qui ont corrigé le plus vite. La France est en train de faire son effort. Il y a quand même des transactions, on va en parler, il y a des transactions sur le marché qui permettent de commencer à benchmarker un tout petit peu les évaluations, et ça amène les experts à prononcer les baisses de fin d'année. Grégory, Frappé, je reviens vers vous. Donc vous aviez fait des expertises. Aujourd'hui, le patrimoine, il est, comme le veut la réglementation, réévalué. Vous validez la position que vient de donner Philippe, qui consiste à dire que les experts français commencent à un peu plus acter la baisse des prix ? Alors oui, complètement. Il va y avoir, en décembre, une convergence des évaluations vers la valeur qui intègre le nouveau réel de l'immobilier, c'est-à-dire un nouveau contexte de taux, et à mon avis, qui interviendra en septembre 2024. Pour autant, aujourd'hui, on a des transactions qui se font sur des valeurs vénales instantanées encore plus stressées, selon moi, que sera l'atterrissage des valeurs dans 6 mois. Donc aujourd'hui, aller sur le marché, quand l'écosystème a la conviction que les valeurs vont poursuivre une baisse, il y a un prix à la liquidité qui est au-delà de la fameuse prime de risque que je vous disais, et on le constate tous les jours. Un actif bien placé, bien loué, bien travaillé, il a aujourd'hui assez peu de liquidité, et si on est obligé d'aller sur le marché, des opportunistes intègrent cet élément. D'accord, mais ça veut dire que quand on est en milieu de fourchette, potentiellement, on peut se retrouver confronté à ressortir à nouveau du tunnel de par les nouvelles expertises. Alors ce que je dis, c'est effectivement au mois de juin, pour ceux qui ne se sont pas projetés en fin d'année, ils n'ont pas pris toute la baisse qui va s'exprimer sur le marché. Et selon moi, entre le mois de juin 2023 et le mois de décembre 2023, que ce soit les transactions très stressées ou les évaluations, la fameuse convergence, sont toujours sur la recherche d'un point bas, mais ce qui, de mon point de vue, est une très bonne chose pour s'appuyer sur celui-ci, enlever de la pensée que des baisses sont encore à venir, et pour pouvoir saisir, tu le disais, des opportunités. Marc Bertrand, vous partagez ce discours. Les évaluations du mois de juin ne prennent pas en compte l'intégralité de la poursuite du mouvement au second semestre. Je suis assez d'accord. Ouais. C'est-à-dire que le mouvement de baisse et de réajustement à l'environnement de taux, pour rejoindre un petit peu ce qu'a dit Philippe également, si on regarde dans d'autres pays, le chemin a été plus ample que ce que l'on a connu sur le premier semestre de 2023. Donc il y aura un phénomène de convergence. Mais enfin, les faits, c'est qu'il y a très très peu de transactions. C'est un effondrement quand même de plus de 50% des transactions. Donc, en fait, il y a une perte de repères des experts. Donc, moi, on n'est pas dans le reproche de dire les experts, enfin,
et il y a des divergences de vues entre eux, encore dans les campagnes d'expertise là, et ils sont mal à l'aise, faute de transactions et faute de repères de marché, pour établir des prix. Mais je rejoins parfaitement le fait de dire que quand on va au marché avec une liquidité instantanée, on a un problème de liquidité instantanée qui s'exprime dans le prix. Et quelle est la part d'illiquidité du marché, c'est-à-dire de raréfaction des acheteurs, et quelle est la part d'anticipation de la baisse future? Bien malin qui peut le dire. Il y a probablement un mix des deux. La meilleure nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, c'est une stabilisation, voire un début d'inversion de l'environnement de taux long, qui, là, permettra aux valeurs d'atterrir. Parce que c'est bien ça, cette reconstitution de prime de risque ne peut se faire que dès lors qu'il y a une stabilisation de l'environnement de taux. Mais justement, par rapport à ça, comment aujourd'hui les experts travaillent dans un marché où finalement il y a quand même peu de transactions, et surtout où il y a un niveau de volatilité sur les taux d'intérêt qui est délirant. Je veux dire, aujourd'hui, on doit être à 2,8 ou 2,9 sur l'OAT 10 ans en France. On se serait vu sur le plateau il y a un mois, on était à 3,5 et ça fait quasiment 100 points de base. 100 points de base en termes de valorisation sur de l'immobilier, c'est quand même colossal. Éric, votre sentiment là-dessus? Moi, je pense que les experts, et encore une fois, il y a une méthode d'expertise et je pense qu'il faut, enfin, je dirais, les experts constatent les baisses du marché, ils l'ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajusté les taux de capitalisation par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. Et on voit bien qu'en fin d'année, d'ailleurs, l'augmentation s'est calmée. On le voit bien également dans leur première estimation d'expertise, où nous, on les juge, au fond, plus conservatrices que ce qu'ils avaient projeté, ce qu'on leur a demandé de projeter, donc en septembre. On a eu cette adaptation qui a été faite là, et on peut considérer que elle a été réalisée, sauf accident géopolitique l'année prochaine. On voit bien qu'il y a une inflation qui est en train de refluer, et donc on est à peu près au sommet des taux. Ce qui va se passer pour le marché de l'immobilier en 2024, c'est la reconstitution de la prime de risque. Et ça, elle n'est pas terminée. Donc, on a eu cet ajustement de taux, et maintenant, il va falloir effectivement voir, et ça va se faire notamment à travers les nouvelles transactions qui vont se réaliser, puisque jusqu'à présent, c'était plus un taux d'actualisation qu'une méthode par comparaison. Et donc, on va voir pendant tout 2024, justement, cet ajustement de prime de risque qui va se faire sur les marchés de l'immobilier. Éric, vous indiquiez tout à l'heure que on avait fait des expertises à la demande de l'AMF en semestre. L'AMF demande désormais qu'il y ait des expertises tous les 6 mois. Bonne, mauvaise nouvelle? Bonne? Moi, ça me paraît normal. Mais ça... Ok. Maintenant, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que ça change la nature du produit? Autrement dit, est-ce que il va falloir s'habituer à avoir des prix de part de SCPI plus volatiles? Mais on peut faire des révisions d'expertise semestrielles en concluant que le prix est toujours valide. C'est-à-dire que c'est en fait l'énorme majorité du temps, on est dans un marché qui bouge de... j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en règle générale, les expertises, elles varient de l'ordre de plus ou moins 2% par an dans une fourchette... pour parler un peu statistique, je pense que 2/3 des variations sur les 20 dernières années doivent se situer entre plus ou moins 2%. Voilà. Et dans ces amplitudes de variation, le mécanisme du capital variable fonctionne tout à fait correctement. Donc, il n'y a pas de raison de bouger tous les 4 matins le prix de part. Okay. Est-ce qu'une expertise de plus ou moins 2% fait varier le prix de part? Je pense que, étant donné que l'énorme majorité des gens forment leurs décisions d'investissement sur le revenu futur, il n'y a pas de raison de... Par contre, avoir un chèque chaque semestre moi, je suis favorable parce que ça augmente la transparence du marché. Okay. On vient de connaître une période exceptionnelle quand même. Enfin, je veux dire, on a connu un réajustement brutal. C'est vrai que les cycles de l'immobilier sont longs, donc on a été habitué pendant très longtemps avec une décroissance continue des taux d'intérêt qui a fait monter les prix de l'immobilier et du coup qui a confirmé la traite de l'investissement immobilier. Là, on vient de connaître une période d'ajustement extrêmement brutale. Ce qui ne veut pas dire qu'on va la connaître dans le futur. Simplement, c'est qu'on a effectivement quelque chose qui est assez rapide. Et le côté par rapport à la crise des années 90, c'est qu'on voit bien que tout se fait de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus brutale. Alors justement, je vous propose, si on regarde un peu les mouvements brutaux, je vous propose tout de suite qu'on regarde des chiffres. C'est les chiffres de la SPIM sur la collecte. Donc on a mis la brute et on a mis la nette. Donc en bleu, c'est les chiffres trimestriels.
En orange, c'est la moyenne mobile sur 4 trimestres. On voit le retournement et le retournement est en réalité bien plus fort sur la collecte nette que sur la collecte brute. Ça veut donc dire en pratique qu'il y a une augmentation des sorties. Et encore, on ne prend pas en compte les parts en attente. Donc, on va maintenant, si vous le voulez bien, parler de la liquidité. Grégory nous a dit tout à l'heure que le marché était stressé en physique par des phénomènes de liquidité. A priori, vous confirmez, le marché est stressé aussi au niveau des parts de SCPI ? Alors la réponse est oui, on ne peut que voir finalement la saisonnalité de ce qui s'est passé cette année. Un premier trimestre qui était encore sur le rythme très soutenu de 2022, qui avait constitué une année record en matière de collecte SCPI, puis l'intégration du nouveau contexte de taux et les conséquences qui ont été tirées sur les révisions de prix de souscription, et puis un état d'esprit de l'écosystème que la convergence vers les valeurs stabilisées allait continuer à baisser. Moi, je pense qu'il faut malgré tout se dire que en période de crise, il faut raison garder. C'est-à-dire qu'on s'est inscrit sur un produit de détention de long terme dont la vocation est distributrice, et pour le client final, sortir au plus mauvais moment n'est pas forcément la meilleure décision. En revanche, la responsabilité des sociétés de gestion pour les trimestres et les mois à venir, elle va être de véritablement s'interroger sur les conditions de la liquidité pour ceux qui souhaitent l'obtenir. On va y revenir, mais qui sort ? Et l'ajustement des prix avec des évaluations plus rapides donne ce sentiment de mark-to-market, de transparence qui, à mon avis, est un bon signal. Qui sort ? Choupinette ou ma copine Choupinette ou des institutionnels, Philippe ? Alors, beaucoup les institutionnels, votre copine Choupinette un peu. En fait, je pense qu'on a eu une année 2023 où, comme le dit Grégory, en même temps qu'une situation de marché qui tournait avec ces taux longs, les taux financiers encore qui n'étaient pas liés à l'immobilier, on a aussi eu quand même une AMF assez présente, aussi bien auprès du retail que des distributeurs, que des assureurs, enfin on va dire des assureurs ou des bancaires, en faisant savoir l'ensemble des mesures de prudence et de précaution qu'elles souhaitaient prendre, dont les expertises, dont tout ce qu'on a vu après comme mesures pour renforcer la liquidité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'AMF a mis le feu aux poudres ? Non, c'est pas qu'elle a mis le feu aux poudres, mais c'est qu'elle a donné conscience probablement à l'écosystème. Elle a accéléré la prise de conscience probablement de l'ensemble du système, qui s'est un peu penché sur le sujet. Je pense qu'on a eu un bel amalgame aussi entre les problèmes du monde du logement, donc les stocks en baisse, les acquisitions, le taux d'insolvabilité des ménages, les taux d'intérêt qui sont remontés, donc une défiance sur le logement et un gentil mélange avec les véhicules non cotés probablement. Et à la fin de l'histoire, enfin c'est pas la fin de l'histoire, mais en tout cas ce qui s'est donc passé, c'est que je pense que le discours de l'investissement rentable sur le long terme, il est assez bien ancré chez Choupinette ou chez Monsieur et Madame Dupont. Et non mais Choupinette, tout le monde l'aime bien en fait. Parfait, Choupinette. Choupinette, elle est très cool, elle est en fait. Alors Monsieur et Madame Dupont, on se dit. On peut parler de cerises alors. On peut parler de cerises pour les assureurs. Non mais les assureurs aussi, eux, ils ont dû faire face à la liquidité demandée par leurs assurés, qui étaient conseillés probablement par leur CGP sur des arbitrages de position. Et donc, les assureurs ont, et il faut les saluer là-dessus, ont joué le jeu de la liquidité immédiate auprès des assurés, ce qui était quand même prévu dans les contrats d'assurance vie, et se sont retournés effectivement vers la CGP pour regarder comment la liquidité pouvait s'organiser sur les marchés. Alors, petite parenthèse, on avait dit que le titre c'est SCPI, mais on va quand même prendre un peu de temps pour traiter tous les sujets, parce que je sais que ça vous intéresse. Petite parenthèse, Grégory Frappé, je viens vers vous. On quitte 2 secondes l'univers des SCPI pour parler de l'univers des SC. Forte baisse du prix de la part de Capimo et on va être honnête, au niveau de Choupinette, c'est un peu couiné parce que Choupinette, elle a dit attends, l'assureur il nous a quand même dit ce qu'il assurait la liquidité et en fait il me l'a fait quand même payer. Alors peut-être dire, les UC sont très recherchés au niveau immobilier au cours des dernières années, souvent en complément des fonds en euros auxquels l'assuré ne peut pas avoir 100% de son allocation. Et comme on l'a rappelé précédemment, dans un contexte de taux
où les UC immobilières, elles délivraient plutôt du 4% lorsque l'argent rapportait 0. Donc, c'est des produits qui ont été très recherchés et qui ont l'énorme avantage que la liquidité de l'assuré soit réalisée par l'assureur. Je me permets une question. Est-ce qu'il y a eu du mis-selling? Moi, par exemple, on m'a proposé pour de la trésorerie d'entreprise un contrat de capitalisation avec de la pierre-papier à l'intérieur. Alors, ça a pu arriver. C'est effectivement de la responsabilité du conseiller et pas de la société de gestion ou de l'assureur. Mais oui, quand on analyse aujourd'hui les retraits, il y a ce type de retrait, mais qui ne change finalement pas grand-chose au fond. Nous, ce que l'on a constaté sur le premier semestre, c'est que du fait de la liquidité des UC, il n'y a aucun niveau de performance qui a protégé de la décollecte et de campagne, parfois, d'arbitrage sur des produits structurés ou d'autres types de placements. Nous avons des UC dont la performance est de plus 6, Capimo était à moins de 40 au moment des retraits significatifs et aujourd'hui autour de moins 12. Aucun niveau de performance aujourd'hui ne protège des arbitrages en UC. Au cas particulier de Capimo, avant l'été, nous avions une performance de moins 2,40% et près de 800 millions d'euros de décollecte. C'est public, c'est près de 10% de la capitalisation du fonds qui faisait 7,4 milliards au 31 décembre. C'est-à-dire nous avions une exigence de 5% de liquidité, nous en avons rendu près de 10% au marché. Ensuite, les retraits qui ont eu lieu ont été portés par les assureurs. Donc moi, dont je tiens à saluer quand même l'intervention, c'est-à-dire que tous les assurés qui ont souhaité sortir ou qui souhaiteraient sortir verront leur liquidité assurée par les assureurs. Mais nous, en tant que société de gestion, notre responsabilité, c'est aussi de rétablir la liquidité du produit. Et nous avons mis un plan d'arbitrage massif, significatif pour anticiper les retraits. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais être cohérent dans mon discours. Aller aujourd'hui chercher la liquidité dans un marché extrêmement stressé et dans des délais courts, c'est un super prix. Voilà, indépendamment de la valeur mark-to-market de long terme des produits, ça a un prix. Et c'est cette décote pour liquidité qui a fait baisser la de Capimo. Et juste pour vous dire, moi, je suis le thermomètre en la matière. C'est-à-dire que je gère les produits avec la même conviction, la même implication. Quand il y a des primes de risque qui se reconstituent ou quand je dois aller chercher la liquidité, la performance n'est que le résultat des décisions de gestion. Et on sait bien évidemment que pour le client final, c'est extrêmement compliqué, que pour le CGPI, ça ne l'est pas moins. Mais en revanche, si on revient, pas comme le contrat de Capi qu'on vous a proposé, mais sur une horizon de détention de 10 ans, on a une performance à date autour de 88%. OK. Philippe Dupouche, je viens vers vous. Les sujets de liquidité, vous nous aviez expliqué la fois précédente que le choix qui avait été fait en SC, c'était de faire de la multigestion. Donc, on avait expliqué que ça avait un impact en termes de valorisation. Fuite des capitaux aussi constatée. Oui, on a un véhicule effectivement un véhicule SC support du C qui voilà est dans la même dynamique ou non dynamique qui a été expliqué par Grégory. Donc, il faut assurer la liquidité. Je pense qu'effectivement, les assureurs ont joué leur rôle et continuent à jouer leur rôle en assurant la liquidité. Et notre rôle à nous, il est aussi de caler fidèlement la valeur de part, la valeur liquidative, pour qu'elle tienne compte du marché et de sa moindre liquidité, de façon à ce que l'assureur n'encaisse pas seul la responsabilité du sujet. Donc, on est là-dedans. Donc, on est... Alors, je reviens au SCPI parce qu'on sait bien qu'en fait, il y a un effet de traîne entre les... C'est ce que j'allais y revenir, justement. Comme nous sommes un des leaders de ce marché de la SCPI, et comme de surcroît, nous avons quelques gros véhicules qui ont été la cible à bon terme des assureurs parce qu'on est dans leurs indices, on se retrouve avec une proportion d'assureurs importants dans les porteurs de parts de nos SCPI. Donc, on se retrouve, nous, avec une liste d'attente sur nos SCPI qui est assez importante. Et donc, on a un défi, on prend en main ce défi de la liquidité. On va y revenir, je pense, sur les instruments de liquidité des SCPI de façon à redonner dans cet ensemble, et y compris pour nos SC support du C, la liquidité nécessaire à assurer celle des assureurs, mais également de ne pas déséquilibrer le marché. Donc, il y a un vrai dialogue en cours
un vrai dialogue en cours entre les assureurs et les sociétés de gestion pour faire que les choses ne soient pas systémiques et que chacun joue son rôle d'amortisseur. Qu'est-ce qu'on a comme solution pour gérer la liquidité? Il y avait des sujets la dernière fois, vous nous aviez annoncé des choses concernant les délais de jouissance. Il y a des fonds de remboursement. Éric Cosra chez Perial, vous dites que quelle est la bonne solution pour traiter le dossier? Alors, déjà, c'est rappeler quand même que les SCPI subissent par capillarité les impacts des autres produits d'épargne comme les SCI ou les unités de compte. C'est important de le dire parce que nous n'avons, Marc le rappelait tout à l'heure en ce qui concerne l'évaluation, puisque c'est venu également l'évaluation trimestrielle de produits qui sont jugés plus liquides dans les OPCI, qui ont amené effectivement les experts à se pencher et l'AMF se pencher sur les SCPI. Et la deuxième solution, c'est fait, c'est que le marché secondaire et chez Perial, Madame Choupinette, qui je précise a existé, qui était une femme polytechnicienne qui est la première qui a défilé aux Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Elle avait des parts de SCPI. Elle ne conserve ses parts de SCPI et que nous avons, dans notre liste d'attente, nous avons uniquement que les institutionnels, fonds de fonds, SCI, qui ont effectivement des sujets de liquidité et qui mettent leurs parts en vente. Donc, on a ce sujet-là, qui est un sujet de liquidité de SCPI qui va venir, parce que ces gros marchés-là bloquent le turnover régulier que peuvent avoir les associés de parts qui veulent vendre de manière parce qu'ils ont effectivement des besoins. Donc, on a ce sujet-là qui bloque. Donc, il faut qu'on trouve également des solutions. Avec ces investisseurs. Mais c'est quoi les solutions? Parce que moi, je vais vous dire, allez, moi, je vais être cash. Moi, je suis distributeur. J'entends parler du sujet des fonds de remboursement. Franchement, on peut pas simultanément m'expliquer que aujourd'hui, ça serait bien qu'il y ait de l'argent qui rentre parce que ça permettrait de réinvestir. Philippe nous disait tout à l'heure, acheter un immeuble à Londres à 8%. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'argent qui rentre et dire simultanément, ah ben non, les gars, faut qu'on vende les immeubles pour doter un fonds de remboursement pour rembourser ceux qui sortent. Et surtout que, Choupinette, elle n'a pas spécialement envie de sortir. De lui dire qu'on va lui dégrader son prix pour que les gros assureurs de la place puissent sortir, ça l'enthousiasme pas. On a parlé tout à l'heure de la responsabilité de la société de gestion. La responsabilité de la société de gestion, c'est de défendre les fonds et les associés qui sont présents. Évidemment, trouver des solutions pour ceux qui veulent sortir. Il peut y avoir des solutions de gré à gré, de bloc pour les institutionnels. Il peut demain avoir... Donc ça veut dire que quand vous dites de gré de bloc, ça veut dire que vous êtes prêt à dire des gros qui veulent sortir, on va aller vous chercher des gens qui vous rachèteront à un prix et puis vous vous débrouillez sur le prix. C'est aussi à la société de gestion de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'elle peut évidemment défendre son patrimoine et les associés qui restent fidèles. C'est pour ça que je ne suis pas, moi, très favorable au fonds de remboursement. Et je pense qu'il n'est pas bon d'être vendeur à l'heure actuelle. Il vaut mieux être effectivement acquéreur dans un marché qui est en plein réajustement. Et après ça, c'est de trouver des solutions qui peuvent être des solutions de cession de gré à gré pour pouvoir justement éviter à ce que ces blocs bloquent le marché secondaire. Et vous avez également la possibilité ultime en SCPI qui est le marché secondaire, c'est-à-dire de revenir au fond à des cotations que nous avons connues de manière quand même assez récente. Enfin, ça remonte il y a 10-15 ans, sur lequel on avait effectivement des marchés secondaires qui permettent de juguler l'offre et la demande des parts. Marc-Bertrand, je vous ferai réagir là-dessus. Donc, ça, si on regarde d'un point de vue technique, on avait des SCPI qui étaient à capital variable, c'est-à-dire qui étaient ouvertes constamment avec un prix de la part qui était fixé par la société de gestion dans le cadre d'un tunnel. Il y a une autre approche juridique, c'est la SCPI à capital fixe, qui, quand elle a besoin de lever des capitaux pour aller acheter des immeubles, ouvre une fenêtre pour faire une augmentation de capital à un prix déterminé. Et puis le reste du temps, le prix, c'est la confrontation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre. C'est une opportunité. C'est une possibilité. De là à dire que c'est une opportunité, c'est un peu aller vite en besogne. Je reviens. Puisque Choupinette est le fil rouge de l'émission, on va partir d'elle, mais Choupinette est l'origine du monde, c'est-à-dire que c'est le comportement individuel, c'est que d'abord le premier comportement des particuliers, c'est de ne plus souscrire, parce que tout un environnement de taux, de produits concurrents, etc.
Après, on va faire l'embranchement. Il y a le comportement en direct et le comportement en contrat d'assurance. Les personnes qui ont l'immense majorité des gens conservent les parts qu'ils ont achetées. Alors, on l'appelle ça en direct, en compte titre, mais quand ils ont acheté une part de SCPI, ils la conservent parce qu'ils l'ont acheté pour les revenus sont là. Et ils ne vendent pas. Par contre, quand ils l'ont inscrit en contrat, ils l'ont acheté en unité de compte de contrat d'assurance, ils l'arbitrent plus facilement. D'ailleurs, le terme n'est pas le même, parce que l'implication en termes fiscal, en termes de complexité administrative n'est pas le même. Donc, et là, on parle aussi aujourd'hui des assureurs, mais l'immense majorité d'entre eux n'agissent pas pour compte propre, mais agissent en miroir de ce qui se passe dans leurs unités de compte de contrat d'assurance. Oui, ils font la liquidité, ensuite, ils nous demandent, et on ne peut pas les reprocher de dire que la liquidité, ils assument la liquidité, mais c'est aussi, ils souhaiteraient la faire au bon prix. Voilà. Donc on a une question d'ajustement de prix, parce que c'est la variation des prix du marché. Okay. Maintenant, ça se répercute dans les files d'attente et dans les parts en attente des SCPI, et on doit organiser, qu'on le veuille ou non, une certaine liquidité. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on baisse le prix de part pour retrouver un prix de liquidité. Moi, ce que j'observe, c'est que dans le dernier trimestre, les SCPI qui ont collecté ont un taux de rendement qui est autour de 5,5, qui est assez logique, 200 points de base de rendement par rapport à l'OAT. J'entends ça, mais j'ai aussi entendu Grégory tout à l'heure qui nous a dit que, grosso modo, quel que soit le niveau du rendement affiché, ça sortait. Ça, c'est pour les sorties. Je parle des souscriptions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui souscrit, en moyenne, sur les SCPI qui ont collecté au troisième trimestre, selon les méthodes, on arrive entre 5,50 et 5,75, ce qui est assez compréhensible, mais c'est quand même un point de repère à avoir. Bon. Baisser le prix de part, mais il faudra, aujourd'hui, pour aller retrouver 5,75 ou 5,50, la variation est encore significative. Et elle est supérieure d'ailleurs à ce qu'on observe sur les valeurs d'expertise. Deuxième solution, fonds de remboursement. Moi, je rejoins parfaitement. Aller vendre qu'est-ce qui se vend aujourd'hui? Des bons immeubles et avec une décote de liquidité. C'est pas très facile à expliquer à des associés qui font l'effort de rester présents. Alors non, on peut pas avoir en même temps de la collecte et en même temps un fonds de remboursement. C'est-à-dire que quand on a une collecte, elle sert d'abord à rembourser des gens et au prix. Donc il peut pas y avoir c'est la différence qu'on a entre la collecte brute et la collecte nette. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas faire coexister un mécanisme de remboursement par fonds de remboursement en même temps avec de la collecte positive. Donc là, il y a pas de schizophrénie là-dessus. Et puis après, il y a le troisième. Donc, 1, baisser le prix de part. 2, fonds de remboursement. 3, flottement du prix des parts. C'est vrai que le flottement du prix des parts, dans un contexte d'incertitude sur les valeurs d'expertise, où on a la question, ce qui nous sépare, c'est l'ampleur de la variation qui reste à courir, et puis dans quelle temporalité ça peut se faire, mais on a perdu encore un peu les repères, et le marché n'a pas encore ses repères. Dans une période comme ça, avoir une liquidité qui est provisoirement organisée par un marché des parts, la confrontation de l'offre et de la demande, ça permet de conserver l'intégrité des portefeuilles et d'offrir de la liquidité à des gens qui en ont besoin. On peut pas, même si la SCPI est un bon produit, on peut pas empêcher les gens de mourir. Or, la majorité des particuliers qui mettent les parts en vente, c'est souvent les héritiers des dits particuliers. Voilà. Donc, il faut déjà que c'est pas très agréable d'avoir son capital qui baisse, mais il faut avoir la liquidité. Il faut avoir une certaine liquidité, quitte à ce qu'elle ait un prix. Voilà. Donc, c'est toutes ces options-là qui sont sur la table et dont la société de gestion a la responsabilité de choisir les bons outils. OK. Donc, moi, ce que je vois dans l'état ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, je vais encore me faire gronder en disant que je déborde. Moi, je vois des sujets autour des valeurs d'expertise où, visiblement, on n'a pas encore tout acté. On a acté le début de la hausse des taux, mais pas la reconstitution de la prime, etc. Je vois très clairement qu'il y a un problème de liquidité. Il y a le dernier sujet qui est un sujet important pour les investisseurs, notamment les investisseurs de long terme, ceux qui ne sont pas en train de regarder les cours tous les jours, c'est le sujet des revenus. Il y a eu, on a vu passer sur les réseaux sociaux un certain nombre d'informations en disant après les baisses des prix de part, la baisse des revenus, etc. Donc je voudrais qu'on fasse les uns après les autres un point très précis. Nous sommes au mois de décembre. Donc, on a vu son niveau d'encaissement sur l'année à peu près 2023. On a vu sa capacité à passer les indexations. On a vu les locataires qui étaient en difficulté, les locataires qui rendent les clés parce que ils sont pas bien ou qui vont ailleurs. Donc, on sait
si on va tenir ou pas ces objectifs 2023, et on sait peu ou prou, parce que vous êtes en train de faire vos budgets, ce qu'on va, la tendance un peu pour 2024. Est-ce que c'est la stabilité? Est-ce que c'est la hausse? Est-ce que c'est la baisse? Donc on attaque notre tour de piste. Et comme vous me regardez, c'est pour vous. Faut pas le regarder. Ce que je pense que déjà, ce qu'il faut dire, et ce qui est important aussi, c'est l'argument qu'on a mis en avant aussi, c'est que globalement, ces pays ont tenu leur objectif de distribution. Et ça, c'est sur l'année 2023, avec un contexte... Là encore, qu'on soit très précis, quand on parle d'objectif de distribution, on parle en montant. Parce qu'en pourcentage... non. Si vous baissez le prix de la part, il est clair que... non. Mais mathématiquement, c'est pas trop compliqué. Mais c'est important ce que vous dites là, parce que je termine sur les objectifs de distribution qui sont globalement tenus, hein, c'est-à-dire qu'on a et qui est aussi le reflet d'une situation économique de l'entreprise qui est restée bonne. Nous, on a des taux de recouvrement qui sont excellents. On a des TOF qui sont plutôt des taux d'occupation financière qui sont plutôt bons. Et donc, on va avoir, selon les produits aussi, une certaine stabilité en 2024. L'année 2024 va être plus nuancée sur ces sujets-là. On a une situation économique qui a plutôt tendance à se dégrader. On voit qu'il y a un taux de défaillance des entreprises qui continue à augmenter, le chômage qui augmente également légèrement. Donc, il va y avoir un impact, l'impact télétravail également, la mutation. Donc, il y a quand même un sujet. On peut pas dire que ça va être une année 2024 qui va être extrêmement rose sur ce sujet-là. Et après ça, tout dépend. On est en plein budget. Il y a des fonds qui sont plus exposés que d'autres. Et nous, on est en train de voir, voilà ce que. Donc, en fait, on fait l'équilibre entre l'indexation et la vacance. L'indexation, c'est positif, la vacance, c'est négatif, et puis on regarde un peu. L'indexation nous aide à l'heure actuelle, justement, pour pouvoir compenser, justement, certaines renégociations de loyers ou certaines vacances. Et donc, on en a quand même bien profité pour pouvoir, effectivement, stabiliser nos revenus pour 2023. Grégory Frappé, même question, avec, je le précise pour tout le monde, pour ceux qui n'auraient pas les choses en tête, le biais qui existe dans la lecture qui est la vôtre, c'est que vous avez un patrimoine qui est grosso modo moins bureau et plus santé que ce qui existe chez Perrier. Les grands enjeux pour l'année 2024, c'est se dire dans un contexte de taux qui va se normaliser, de finir la convergence vers les valeurs stabilisées. De revoir quels sont les prix qui offrent les rendements de nature à assurer la liquidité. Et c'est de se pencher prioritairement sur tous les sujets de liquidité. Je m'inscris parfaitement dans la démonstration de Marc. Est-ce que c'est par le prix? Est-ce que c'est par les fonds de remboursement? Et moi, je n'y crois pas. Ou est-ce que c'est par un flottement provisoire pour que le rapprochement des offres et des demandes de part offre de la liquidité en préservant les intérêts de ceux qui sont dedans? En ce qui concerne maintenant les revenus, les taux d'occupation sont bons. Les encaissements sont excellents et la capacité à passer les indexations sont bonnes. Nous, on a plutôt des grands corporates, que ce soit en bureau ou en santé, et donc on ne constate pas de défaillance significative, même si sur les PME, elles ne manqueront pas en 2024, selon nous, d'arriver. Quels sont les sujets pour autant qui peuvent peser sur la distribution en euros? Il y a la remontée des taux qui va rendre certaines lignes de crédit plus coûteuses. Et il y a la nécessité, notamment sur le bureau, de travailler le patrimoine pour qu'il reste en adéquation avec la demande des locataires. C'est le verdissement, c'est le fait de le servicer. Et je pense que dans une logique de détention long terme, on ne pourra pas faire l'économie de ces sujets ISR, ESG. On en parle beaucoup moins aujourd'hui, mais ils ont également un coût pour protéger la valeur. Ok, donc des éléments notamment liés à la dette, qui est un sujet effectivement dont on a peu parlé aujourd'hui. Marc Bertrand, sentiment sur les revenus 2024, 2023 et 2024, avec un sujet qui existe dont on n'a pas non plus parlé aujourd'hui, c'est que dans les revenus jusqu'à présent, on distribuait quand même pas mal de plus-value, et que a priori c'est pas en vendant des immeubles aujourd'hui qu'on va sortir de grosses plus-values, en tout cas bien moins importantes que si jamais on les avait sorties il y a 2 ans. Il en reste. Mais après, est-ce que c'est le moment de vendre? C'est un autre débat. Pour essayer d'être très simple, très schématique, 2023, on a plutôt été un petit peu au-dessus de nos prévisions de budget.
mais derrière, ça a amené quand même une stabilité des revenus. On n'a pas bougé le niveau de revenus qu'on a distribué. On a été un peu au-dessus de nos prévisions parce que l'indexation des loyers a été assez significative et a permis les petits points qu'on s'est fait grignoter dans la vacance et le début de l'augmentation des coûts de financement, la résultante était globalement positive. Pour parler comme un grand homme de l'époque. 2024, voilà. D'un côté, les forces positives, c'est l'indexation des loyers. De l'autre côté, on a un peu d'augmentation de vacances et d'augmentation des coûts de travaux, c'est une réalité. Et l'augmentation des coûts de financement progressif en fonction de l'arrivée des dettes. On prévoit qu'on aura une année 2024 moins favorable, mais qui restera globalement dans un équilibre, et nous, on s'achemine vers plutôt une stabilité de la distribution, pas tout à fait sur les mêmes équilibres, mais voilà, les différentes forces en présence, je les ai mentionnées. Philippe Depoux, la Française. Alors, juste un petit point peut-être un petit point de divergence avec mes amis, c'est que le marché de la cession, il est pas complètement fermé. Il faut juste se concentrer sur des immeubles qui assurent la meilleure liquidité. Donc, il est un fait que nous avons tous bien géré nos patrimoines en période d'euphorie en vendant un peu nos casseroles. Aujourd'hui, les casseroles, ça se vend plus. Les très gros actifs avec des perspectives locatives moyennes se vendent plus non plus. En revanche, il y a des choses, sans être les bijoux de famille, qui ont une certaine liquidité. C'est des actifs entre 20 et 40 millions. Aujourd'hui, il y a des acquéreurs. Nous, on a lancé une campagne de cession parce que je considère que les fonds de remboursement peuvent être un des éléments de retour de liquidité. Nous, on n'est pas, a priori, globalement favorable à la cession de la variabilité. On verra au cas par cas, mais c'est pas notre objectif. Les revenus locatifs procèdent de la confiance que l'on peut apporter à ce marché. Encore une fois, nous, je prends complètement ton point, le moment est plus de préserver nos porteurs de parts actuels et nos distributeurs actuels plutôt que de favoriser une reprise globale de la collecte qui n'est pas encore là parce que, comme le disait Marc, les revenus sont pas au niveau du sujet. Donc ça, on va le traiter à part. Donc nos SCPI qui continuent à collecter, on en a sur des produits diversifiés, on continue à collecter, on continue à investir avec la logique vertueuse des acquisitions relutives. Sur les revenus, 2023, pas grand-chose de différent avec nos amis. On sera au rendez-vous pour la distribution 2023. L'indexation, etc., l'a permis. 2024, on est plutôt confiant. On est plutôt confiant parce que l'inflation nous a aidés. Effectivement, aujourd'hui, l'inflation est un peu grignotée pour aider certaines vacances à ne pas être vacantes, pour gérer les refinancements éventuellement. Mais globalement, on a des perspectives de revenus qui nous laissent à penser qu'on sera au rendez-vous pour la distribution. Une distribution, si on ne bouge pas nos valeurs de part, qui restera autour des 4,5, 4,75 selon les fonds. Donc on peut considérer que c'est un taux finalement assez peu rémunérateur par rapport à des produits concurrents. Mais nous, on joue vraiment la durée sur la longueur. Dernier point, on a vu la précaution de mettre des noisettes de côté dans nos SCPI. On a beaucoup de reports à nouveau. Voilà, on utilise tous les éléments possibles. OK. J'avais prévu qu'on parle des évolutions potentielles, mais comme ça fait 50 minutes, je garde ça pour notre prochain rendez-vous. Ça sera en début d'année prochaine. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous, d'avoir joué le jeu de répondre à des questions dans un environnement compliqué. J'ai noté des différences de perception. Philippe nous l'a expliqué tout à l'heure, par exemple, sur le sujet du fonds de remboursement. Mais l'utilité aussi de ce débat, c'est de mettre les sujets de la place et de véritablement débattre. Merci donc à vous tous. Tout de suite, on retrouve à l'affiche, et c'est Métagramme qui est à l'affiche. Il a longtemps été un habitué de ce plateau, mais avec une autre casquette. On retrouve aujourd'hui avec plaisir Vincent Courroyer. Vincent, bonjour. Bonjour Jean-François. La casquette du jour, c'est celle de fondateur de Métagramme, la nouvelle structure que vous venez de créer. Grosso modo, l'objectif du Métagramme, c'est quoi ? L'objectif de Métagramme, c'est d'accompagner le développement, de faciliter, sécuriser le développement de nos associés CGP. OK, de vos associés CGP, donc en pratique, ça veut dire que vous prenez des participations dans des conseillers en gestion de patrimoine, donc vous êtes sélectif dans vos choix. Si vous le permettez, on va intervertir 2 secondes les rôles, et je vais essayer de comprendre pour savoir si finalement je peux
peut me retrouver avec vous ici. Finalement, je parlais tout à l'heure de votre fidélité à notre plateau. Ben, on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Avec plaisir. Alors, déjà, votre approche, c'est quoi? C'est construire un groupe national de CGP? Tout à fait. Nous avons envie d'un groupe d'envergure nationale, mais en respectant une de nos convictions très fortes, qui est le pôle régional. Ce qui fait la force du CGP, c'est la proximité avec ses clients. Donc, il faut rester au niveau régional avec des pôles qui seront le porte-drapeau de Metagram dans leur région. Ok. Votre logique aujourd'hui dans cette approche régionale, donc en pratique, vous faites quoi? Vous faites une structure juridique par région? Exactement. Exactement. La structure sera vraiment le porte-drapeau, sera l'écrin qui va accueillir l'ensemble des associés ou des cabinets qui souhaitent transmettre leur clientèle. Ok. L'ensemble des associés ou des cabinets qui veulent transmettre leur clientèle, ça veut dire que la première démarche qui est la vôtre, c'est d'aller chercher des cabinets qui sont plutôt gros pour en faire les têtes de pont région par région? Exactement. C'est d'aller chercher des cabinets qui souhaitent poursuivre leur développement, qui se posent des questions sur le risque qu'ils peuvent prendre, sur les engagements qu'ils peuvent prendre, mais qui ont envie de développer. Ce qui fait qu'on a une moyenne d'âge qui est autour de 45 ans avec nos premiers associés. Ok, donc aujourd'hui, vos premiers associés, ils sont dans quelle région? Alors, Sud-Ouest, qui a été la première région que nous avons créée au printemps, et Île-de-France, qui vient d'être créée. Ok, donc grosso modo, ambition nationale avec une présence au gré des opportunités, je dirais, avec un gros qu'on va commencer à rentrer qui sera à la tête de pont. Ensuite, c'est quoi? C'est la logique de croissance externe en rachetant des petits cabinets. Parce que quand vous me dites, par exemple, on sait que dans les enjeux de la profession, il y a des gens qui veulent se développer, mais il y a aussi des gens qui veulent transmettre. À 40, 45 ans, on n'a pas envie de transmettre, on a plutôt envie de se développer. Ça veut dire que si moi, par exemple, je suis en train d'envisager ma succession, je ne vous intéresse pas? Bien sûr que si, vous nous intéressez. Vous nous intéressez à partir du moment où on est capable de pouvoir accueillir vos clients et les traiter avec toute la qualité que vous avez fait pour construire votre portefeuille. Et donc, vous nous intéressez bien évidemment. Ok, donc deux possibilités. Soit la transmission, et là, dans ce cas-là, j'imagine que c'est un rachat pur et simple? C'est un rachat pur et simple et qui peut s'allier avec un accompagnement au gré du cédant. Soit une logique, entre guillemets, d'intégration, d'association, et dans ce cas-là, ça doit être une prise de capital. Juste, on dit CGP. C'est sympathique, mais ça veut rien dire tellement il y a de micro-marchés. Est-ce que vous vous sentez plus proche de la gestion privée ou de la gestion de fortune? Alors, on est très proche de la gestion privée. Nous sommes des gérants privés, même si le droit ne nous permet pas de le dire. En revanche, on s'aperçoit que nous montons de plus en plus en gamme. On attaque des problématiques patrimoniales de plus en plus complexes qui s'approchent de la gestion de fortune. Et une marque d'envergure nationale est un vrai soutien pour attaquer cette clientèle. Alors, si on parle de soutien, on va regarder votre actionnariat. Parce que la création de Metagram s'est fait accompagner par Meanings Capital Partner. Vous nous en dites deux mots? Alors, les équipes de Meanings, on les connaît depuis longtemps, puisque nous étions distributeurs de leurs produits, et on avait déjà apprécié la manière de travailler avec eux. Et lorsque nous avons recherché un associé financier, on s'est retourné très directement vers eux, parce que la dimension humaine, dans la manière dont ils travaillent, nous plaisait énormément. Leur baseline, c'est l'investissement humainement responsable. On a pu le tester et on le teste tous les jours. Ok, qu'est-ce que ça fait pour vous qui êtes le fondateur et le dirigeant de Metagram d'avoir un fonds au capital? Ça vous met quoi comme contrainte? Ça met que des avantages. Ça donne une dynamique, ça donne une sérénité dans la stratégie à développer, ça donne des fenêtres de liquidité où on va avoir des points de rendez-vous. Donc c'est que du positif pour nous. Vous avez les poches profondes? Et tout ce dont on a besoin pour l'instant. Aujourd'hui, se pose une question quand même sur les valos. D'un côté, il y a des gens qui veulent s'associer. L'intérêt de s'associer, c'est quoi? C'est d'extraire un peu de cash de son activité? Exactement, c'est déjà de cristalliser une partie de sa création de valeur. Personne n'est ennemi de ses intérêts. Mais c'est aussi de réinvestir de manière importante dans le pôle régional, à nos côtés, pour capter le maximum de valeur lors de la prochaine fenêtre de liquidité. Ok, j'entends l'argument, mais on sait tous qu'on a vu des chiffres de valorisation excessivement élevés à l'époque où les taux étaient bas. A priori, la remontée des taux, c'est pas quelque chose de très favorable. Est-ce que c'est de temps en temps un point bloquant entre vous qui me proposez une association et moi, CGP, qui a un peu des étoiles dans les yeux en me disant ouais, mais les chiffres ne sont plus forcément ce qu'ils étaient?
c'est avant tout une rencontre sur un projet commun. Et à partir du moment où on est d'accord sur le projet, on trouve toujours un terrain d'entente. Et je rajouterais que cette histoire de la dette, qui est importante, pour nous, elle doit être limitée. Parce qu'à aucun moment, la dette doit venir influencer la qualité du conseil à nos clients. OK. Dernier point, j'ai volontairement positionné l'entretien en me mettant à la place d'un CGP qui, entre guillemets, vous castez, si vous me permettez l'expression, parce qu'en pratique, j'imagine que ça doit être aussi un peu le cas. J'entends des propositions de valeur très différentes, des groupements. Vous connaissez, c'était le cas de votre ancienne maison, où on me propose une offre de service pour que je puisse me concentrer, mais où il n'y a pas de lien capitalistique. Des liens capitalistiques, il y a des choses très fortes avec un certain nombre de structures qui, aujourd'hui, ont des fonds d'investissement également derrière elles et des capitaux dont vous êtes en concurrence. Pourquoi vous choisir vous plutôt qu'un autre ? D'abord, parce qu'on est au début d'une aventure et qu'on va la créer ensemble et que nos premiers associés vont venir designer avec nous cette aventure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de rester autonome. Nos associés sont les fers de lance du développement de Metagram en région. Donc, ils sont totalement autonomes dans la gestion de leur pôle régional. OK, donc rester au contact du client. Juste si je m'amuse à faire des parallèles avec d'autres. Jusqu'à présent, vous m'avez parlé que de conseils, vous m'avez parlé que de proximité. Vous m'avez pas parlé d'usine de production. Vous avez, dans les modèles économiques, grosso modo, on fait des groupes intégrés. Vous, aujourd'hui, vous vous dites qu'à court terme, la logique, c'est d'intégrer, ou la logique, c'est effectivement de rester sur la proximité, sur le terrain régional? À court terme, la logique est de rester sur la proximité régionale. Après, nous sommes ouverts à toute opportunité, à la condition que intégrer une usine apporte un service complémentaire, supplémentaire à nos clients. OK. Vous avez des annonces, vous aurez des annonces pour nous au premier semestre 2024? J'espère bien, oui. OK. En tout cas, on y travaille. OK. En tout cas, voilà. Si vous avez envie, je pense qu'on trouve votre numéro de téléphone facilement, votre 06. Merci beaucoup, Vincent Courroyer, d'être venu avec nous, donc pour nous parler de Metagram, cette nouvelle aventure pour associer des CGP avec la logique d'une marque nationale, mais avec une forte implantation locale et avec cette spécificité que vous nous avez annoncée. On est au début de l'aventure, donc effectivement, pour les CGP qui ont envie de se développer, ça peut être intéressant. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous lors de cette émission. En fait, c'est pas la dernière de l'année. On se retrouvera la semaine prochaine pour une édition spéciale. On vous en dira plus dans quelques jours sur les réseaux sociaux. Salut, ciao et à la semaine prochaine.